Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 3 février 2018. À la une, la conférence internationale sur l'éducation, session de haut niveau à Dakar, qui a mobilisé au total 1550 milliards de francs CFA. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, combien compte investir le pays dans l'éducation de 2018 à 2020? Le Premier ministre s'est prononcé sur la question depuis New York. Au niveau de la défense, le ministère poursuit sa politique d'équipement des structures sous sa tutelle. Hier, remise de 46 véhicules au FACI, Forces armées de Côte d'Ivoire. Et puis, en République démocratique du Congo, 34 miliciens ont été remis par le Burundi à l'armée régulière. Des images dans ce 13 h. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire va investir dans l'éducation à hauteur de plus de 3 805 milliards de francs CFA de 2018 à 2020. L'information a été donnée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation à Dakar. Cette session de haut niveau a mobilisé au total 1550 milliards de francs CFA. Gabriel Zani, notre envoyé spécial. À la conférence de reconstitution des fonds pour renforcer les capacités actuelles et futures du partenariat mondial pour l'éducation, il n'a pas été question de mots, mais d'actions. 1150 milliards de francs CFA mobilisés en 2 jours de lobbying auprès des pays partenaires de l'éducation pour financer l'école sur la période 2018-2020. Le Sénégal, pays initiateur de la conférence, offre 1 milliard de francs CFA pour investir dans l'éducation. Financer l'éducation, c'est semer dans chaque enfant les germes de la dignité humaine. C'est contribuer à forger en lui la capacité de discernement qui élève et éclaire l'esprit et rend la conscience moins vulnérable à la manipulation. La France s'est aussi engagée à donner 200 millions d'euros, soit plus de 131 milliards de francs CFA. Toutes les sociétés aujourd'hui développées sont tiraillées par les peurs de grands changements technologiques, des transformations, celles qui viennent avec le numérique, l'environnement, les peurs aussi liées au grand bousculement du monde. Sans éducation, quelle est la réponse? Le repli, la haine de l'autre, le nationalisme qui revient, et tout ce que nous avons vécu en croyant l'avoir vaincu durant le XXe siècle. La seule réponse face à ces grands changements, c'est l'éducation. Et donc pour aujourd'hui comme pour demain, l'éducation, c'est la condition de la sécurité, de la stabilité, du développement durable, du progrès dans nos sociétés. C'est la possibilité offerte à chacune et chacun de choisir sa vie. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Le président français cite Victor Hugo pour développer sa politique sur l'éducation. Mais il faut allier efficacité et simplicité pour offrir une école de qualité à la France. S'ajoutent d'autres donateurs, le Canada, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Argentine, la Grande-Bretagne, pour sauver l'avenir des 260 millions d'enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. L'État poursuivra ses efforts financiers. Sur la période 2018-2020, les ressources budgétaires allouées au secteur éducatif s'élèveront à 3 805 milliards de francs CFA, soit 7,2 milliards de dollars US. La Côte d'Ivoire mérite donc d'être soutenue par ses partenaires tels que le Partenariat mondial pour l'éducation. Votre présence massive et distinguée à ce rassemblement, symbolisant toute la mobilisation mondiale pour l'éducation et la formation de nos enfants, est une mobilisation qui permet de ne pas douter de ce soutien, qui permettra de combler le gap de financement dont a besoin notre système éducatif, qui s'élèverait donc à 514 millions de dollars US sur la période 2018-2020. Des réformes sectorielles pour aboutir à 91% de scolarisation pour le primaire en Côte d'Ivoire. Ces efforts doivent être soutenus. C'est en cela que les pays appellent à l'engagement des entreprises privées. Selon eux, la bataille pour l'éducation doit être gagnée.
À Dakar, donc, cette session de haut niveau a mobilisé à ce jour 1150 milliards de francs CFA. La conférence recherche au total 1550 milliards donc, de francs CFA. Ici, en Côte d'Ivoire, les sapeurs-pompiers ont reçu 46 véhicules pour être opérationnels sur le terrain. Cérémonie de remise officielle par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, avec ce message « Bâtir une armée forte et disciplinée », nous dit Konaté Moussa. 7 véhicules d'urgence pour les sapeurs-pompiers militaires et 39 voitures de commandement au service de l'armée. Des moyens roulants remis par le ministre d'État, ministre de la Défense. Un geste pour renforcer les capacités opérationnelles de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire. L'état-major général des armées se réjouit de cette action. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, nos remerciements sont sincères, car depuis votre arrivée à la tête de ce département, vous prenez en compte toutes nos préoccupations. Nous sommes profondément conscients de vos efforts pour améliorer nos conditions de vie et de travail et en éprouvons une légitime fierté. La mobilité, un facteur déterminant dans l'exercice des sapeurs-pompiers et les services de l'armée. Pour le ministre Ahmed Bakayoko, l'engagement demeure le même, l'amélioration des conditions de travail. Ce que nous voulons, c'est reconstruire une grande armée. Les pompiers, dès ce soir, ont plus de moyens pour intervenir. On va sauver plus de vies, on va soulager plus de personnes en douleur et en souffrance. Il y a aujourd'hui des responsables qui n'ont même pas de véhicule pour leur unité, pour se déplacer. Ces questions sont traitées. Demain, nous avons encore des projets. Nous sommes encore en train d'acquérir d'autres outils, d'autres matériels spécifiques pour améliorer nos conditions de travail. Je veux, mon général, vous engager à tout mettre en œuvre pour que la discipline soit une des valeurs clés de l'armée ivoirienne. On va avancer pour que l'armée de Côte d'Ivoire soit une armée réconciliée avec elle-même, réconciliée avec la population, et que la Côte d'Ivoire soit fière de monter son armée au travers des opérations de maintien de la paix à travers le monde, apportant ainsi une contribution à la paix mondiale. Plusieurs projets sont réalisés afin d'offrir un nouveau visage à l'armée ivoirienne, notamment des réhabilitations dans les casernes, des initiatives pour permettre aux hommes en armes de mener avec fierté leurs tâches régaliennes. Et justement, les éléments de la police du 1er arrondissement de Daloa ont mis la main sur un gang de braqueurs. Le présumé gang a pour cible les opérateurs économiques qui sortent des banques. Ngana Konaté. Les 4 individus âgés entre 27 et 40 ans ont été arrêtés par les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Daloa. Les braqueurs ont avoué être impliqués dans plusieurs attaques visant les opérateurs économiques de la région du Haut-Sassandra. Nous 4 là, on travaille ensemble. Nous, on est ici aujourd'hui parce qu'on a volé. On est ici aujourd'hui parce qu'on a braqué. On a braqué un chargement de Kia. Et puis après, un jour comme ça, on est sorti. On avait un monsieur qui venait. Quand on est sorti sur la moto, on a gagné 9 millions. Les 4 jeunes hommes opéraient avec des pistolets automatiques, des kalachnikovs et des fabrications artisanales. Leur interpellation est un véritable soulagement pour les populations. Je suis vraiment content de retrouver mes criminels aujourd'hui. C'est un grand jour pour moi. Nous avons interpellé un gang de coupeurs de route qui travaillent en association. Ils ont des guetteurs au niveau des banques. Ils placent également des guetteurs aux sorties des villes et ils communiquent entre eux pour voir quels sont ceux qui sortent avec, qui ont des retraits d'argent et qui prennent les axes. Et c'est après le corridor qu'ils donnent le signalement et ils sont pris en charge par les autres bandits. Ces braqueurs sont à l'origine de nombreuses attaques perpétrées depuis quelques mois et qui ont occasionné d'énormes préjudices financiers. On ne pourra pas connaître exactement jusqu'à la fin de l'enquête le préjudice total que les gens ont subi. Pour le moment, nous avons autour de 60 à 78 millions pour l'heure. Ils ont été déférés pour répondre de leurs actes.
Dans le domaine de l'environnement, fin de la deuxième conférence des parties à la Convention de Bamako, 3 jours durant, ministres et experts ayant ratifié la Convention portant interdiction d'importer des déchets dangereux vers l'Afrique se sont engagés à protéger leur territoire contre les produits dangereux, nous dit Grace Kando. La Convention de Bamako est un traité de nations africaines interdisant l'importation vers l'Afrique de tout type de déchets dangereux. La première rencontre a eu lieu à Bamako, 4 ans après la Côte d'Ivoire a abrité la deuxième conférence des parties COP2. Pendant 3 jours, les 25 pays ayant ratifié cette convention se sont retrouvés à Abidjan pour faire le point des avancées. Ministres et experts de l'environnement se sont engagés à œuvrer pour une Afrique sans pollution. Les partis ont également réaffirmé leur engagement à soutenir pleinement la réalisation de l'objectif d'une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets par l'application effective de la Convention de Bamako. Elles ont réaffirmé la nécessité d'aligner la Convention de Bamako sur d'autres conventions mondiales sur les produits chimiques, en particulier la Convention de Bâle. Les pays partis de la Convention de Bamako ont aussi décidé de prendre des mesures concrètes visant à appliquer les recommandations adoptées lors des conférences passées et actuelles. Le secrétariat de la Convention sera basé au Mali. La 3e conférence des parties à la Convention de Bamako se tiendra au Congo-Brazzaville du 5 au 7 février 2020. Rendez-vous est donc pris. Hier, un incendie s'est déclaré dans la ville de Daoukro. Pas de perte en vie humaine, mais beaucoup de dégâts matériels. On dénombre une dizaine de maisons parties en fumée. Le constat de Jeanne Atoubé. Hier, dans la ville de Daoukro, les populations étaient témoins de cette scène de désolation. Une dizaine de maisons sont parties en fumée au quartier Gravier d'Or. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. L'action conjuguée des jeunes et des pompiers civils basés à Daoukro a permis de circonscrire les flammes et d'éviter une tragédie. Les jeunes du quartier sont venus, alors ils sont sortis comme un seul homme pour nous apporter du secours, de l'eau à gauche, à droite. Mais vraiment, le feu était plus fort. Heureusement, les sapeurs-pompiers sont arrivés vraiment avec leurs moyens, qui n'avaient même pas vraiment d'équipement. Les jeunes veillants, vraiment, ils nous ont secourus. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mes 2 enfants étaient dedans. Le feu a commencé dedans. Ils ont pu sauver mes 2 enfants, mais j'ai perdu tout ce que j'ai cherché dans ma vie. Je ne sais même pas où est ma mère est venue, même je ne sais même pas où est déposer ces bagages. On n'a même pas quoi pour vivre. On ne sait pas encore quelle est l'origine de cet incendie. Vraisemblablement, c'est un court-circuit qui en serait la cause, selon des témoins. Les victimes pour l'heure ont été recueillies dans des habitations voisines par solidarité. Et c'est donc important de vivre ensemble dans la cohésion et la paix. Les populations de Kanakono ont bien compris ce message. Elles ont décidé de mettre fin à la crise après les affrontements meurtriers du 24 décembre dernier. C'est la construction d'un collège de proximité qui était à l'origine de leur conflit. Pour construire maintenant ce collège, il faut une réconciliation et un consensus vrai autour de ce projet. Plaidoyer du ministre Bruno Nabanye-Koné, cadre de la Bagoué. Il est allé dire sa compassion aux familles endeuillées et comprendre les faits. Léon Brou. Kanakono, département de Tengrela. La médiation des élus du corps préfectoral et du gouvernement a payé. Le vivre ensemble est de retour après les affrontements meurtriers du 24 décembre 2017. Karga et Falikogo se fréquentent à nouveau et le collège de proximité, objet de leur division, désormais commune, aspiration des 2 quartiers. Nous, on s'en va à Koko. Il y a des gens de Koko qui viennent chez nous ici pour construire le collège. Bon, ça là, on a resté pour les techniciens. C'est le technicien qui va venir gérer ça. Sinon, les populations ne peuvent pas choisir encore. Si le gouvernement dit on n'a qu'à mettre dans tel endroit, c'est qu'il y a su, nous, on n'est pas une décision à prendre. J'ai un ami qui a perdu
Son frère, j'étais dans son funérail là-bas, à Falkoro. Je suis de Karga. Donc je pense qu'il n'y a plus de problème entre Karga et Falkoro. Le collège de proximité de Kanakono a ouvert cette année scolaire même dans ses locaux provisoirement cédés par une école primaire. Il est donc question de rétrocéder ces locaux. Et le conseil régional de la Bagoué n'entend pas abandonner la construction du collège. L'emplacement du collège, ça veut dire l'envoyer dans une autre localité n'est pas à l'ordre du jour. Je peux vous rassurer, l'entrepreneur est déjà connu. Le site qui va abriter le collège, une fois il sera déterminé, l'entrepreneur commencera les travaux. Et Madame le ministre de la Cohésion sociale a travaillé à cela. Une commission est venue, elle a fait le travail. Nous avons le rapport et très bientôt nous mettrons le rapport, en tout cas au grand jour. Cette médiation est conduite par le gouvernement dont le porte-parole dit la détermination à situer les responsabilités. Le ministre Bruno Koné salue la paix retrouvée et invite les populations au consensus vrai autour du site de leur collège. Il ne faut pas du tout que la solution finale paraisse comme une victoire pour un camp ou l'autre. Nous travaillons pour faire en sorte que la solution finale soit au profit de tous, soit dans l'intérêt de toutes les populations. Quel que soit l'endroit où le collège sera, les enfants pourront y aller. Et ce seront les enfants d'ici. Et quel que soit l'endroit où le collège sera, il sera sur la terre de Kanakono. Avant les familles des victimes de la crise de Kanakono, le ministre Bruno Koné a rencontré la chefferie traditionnelle de Tengrela. Objectif, saluer sa contribution au retour du vivre ensemble. Les Ivoiriens ont participé récemment à la 7e édition du concours régional en droit humanitaire. Le droit humanitaire est le droit qui s'applique en période de crise pour protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés et d'autres situations de violence. Comment les candidats ivoiriens se sont préparés? Quel est l'intérêt de ce concours? Quel rang les Ivoiriens ont occupé? David Soyo et Serge Kolia nous font le point. INFJ, Institut national de formation judiciaire. Dans cette salle de classe, 3 apprenants au statut particulier. Arsène Nemlin, Sandrine Kwame et Yvette Anoué. Ces élèves magistrats sont les représentants de la Côte d'Ivoire au concours régional en droit humanitaire. Après les cours d'instruction, place au droit humanitaire. Dans 3 jours, l'admission au concours pourrait venir de ces bouquins que nos 3 candidats prennent très au sérieux. Le droit international humanitaire s'entend d'un ensemble de règles d'origine internationale qui sont soit conventionnelles ou coutumières, qui visent à limiter les effets néfastes de la guerre. L'Afrique est en proie de la différentes guerres. Donc il faut que ce qui aspire aux fonctions de magistrat puisse connaître les règles qui limitent les effets de la guerre. Dans leur préparation, ils bénéficient du soutien du premier responsable de l'Institut. Il faudra donc connaître la matière, il faudra connaître la procédure, il faudra connaître les manières d'indemniser et les manières de poursuivre. Arsène et ses camarades ne sont pas à leur coup d'essai. Les élèves qui participent pour cette année à ce concours régional avaient remporté le prix national et puis il y avait également le prix du meilleur plaideur. Enfin, le grand jour est arrivé. Membres du comité international de la Croix-Rouge, jury, participants, tous sont présents ici au Palais de justice du Plateau. La 7e édition du concours régional en droit humanitaire débute dans quelques instants. Le 10 novembre 2004, le mouvement pour la libération du Losaba a attaqué un poste des armées gouvernementales. Monsieur le Président, honorable de la Cour, vous constaterez avec moi, ainsi que les faits le démontrent, que le colonel Jasper, dès son accession au pouvoir, va mettre en place 2 procédures et non des moyens. Ici, les spectateurs sont plongés dans un procès fictif. Il s'agit d'une guerre civile dans un pays où les droits de l'homme sont constamment violés. Un général est accusé. L'équipe de la République démocratique du Congo joue le rôle de l'accusation et le groupe ivoirien la défense. L'intérêt de l'audience, c'est de savoir si cette affaire est recevable ou pas. Après des heures d'échange, le jury a délibéré. L'affaire est recevable. L'équipe congolaise
remporte ainsi le concours régional en droit humanitaire. Et le prix du meilleur plaideur revient à l'élève avocat Jordan, bienvenue au Soukou. Nous en sortons très renforcés parce que ce concours a été une aubaine pour nous dans ce sens où nous avons appris et nous avons enrichi aussi nos connaissances. Le trophée à l'effigie de la déesse Thémis, symbole de la justice dans la mythologie grecque, tant convoité par l'équipe ivoirienne, lui échappe de justesse. Nous avons appris beaucoup sur un droit qui est très important pour toute nation. Assurément, nous allons capitaliser cette expérience. Le Comité international de la Croix-Rouge, organisateur du concours et garant du droit humanitaire, veut, à travers cette initiative, sensibiliser sur les violences en période de crise. Il est fondamental que tout le monde fasse la diffusion, vulgarise, simplifie, explique au fond quelles sont les règles de base à respecter en temps de conflit armé. C'est ce qu'on essaie de faire ici avec ce concours de plaidoirie. Et évidemment, ce qu'on attend de ces jeunes, c'est de, connaître ce droit et puis évidemment de diffuser l'importance, la pertinence de ce droit. Au total, 11 pays, entre autres la Tunisie, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont pris part à cette 7e édition du concours régional en droit humanitaire. Les résultats du recrutement des assistants et attachés de recherche de l'enseignement supérieur ont été rendus publics hier. 410 enseignants et chercheurs recrutés. Le concours a été lancé dans le dernier trimestre de l'année 2017. Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Sur 2269 candidatures enregistrées au recrutement des enseignants du supérieur, 410 candidats ont été retenus avec une priorité accordée aux sciences exactes qui représentent 48% des admis. S'agissant des attachés de recherche, sur 80 postes budgétaires alloués, 44 candidatures ont été reçues. 37 d'entre elles ont été jugées admises. La commission s'est réunie en 3 sessions. La première session, en décembre 2016, a été consacré au recrutement des assistants de l'université de Mans. 28 enseignants ont été alors recrutés. La deuxième session a été consacrée à l'université virtuelle. Là, 23 enseignants ont été recrutés. La troisième session, qui vient de s'achever, qui concerne 13 autres structures, et cela a concerné le recrutement de 359 enseignants. Le directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique explique par ailleurs que le ministère a tenu compte des besoins de chaque institution d'enseignement supérieur, des besoins évalués entre autres sur la base des maquettes pédagogiques. Ainsi, sur les 2987 besoins en enseignants-chercheurs exprimés, 679 ont été jugés prioritaires. Au final, ce sont 415 postes budgétaires qui ont été alloués au ministère au titre de l'année 2016-2017. La liste des candidats admis est disponible sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans les universités, les centres de recherche et grandes écoles publiques. Un mot de développement dans ce 13 Diokro, village du district autonome de Yamoussoukro, a désormais des infrastructures modernes pour son développement, marchés, cantines scolaires, logements pour les enseignants, coût de réalisation 110 millions de francs CFA, des dons de Zahir Najib, président de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Reportage Hassan Khan et Kader Sogodogo. Diokro, village situé à 12 km de Yamoussoukro. Des infrastructures pour répondre aux exigences des localités modernes. Un marché couvert, une cantine scolaire, des logements d'enseignants entièrement équipés. Ajoutez à ces infrastructures 750 kits scolaires, dont de Zahir Najib, président de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire, à la population de Diokro. Pour le donateur, ce village a bercé sa jeunesse, d'où sa reconnaissance à cette population. Coût de réalisation, 110 millions de francs CFA. Il nous disait, et l'école en particulier, est à la base de la formation de notre jeunesse, futur cadre de la nation. Les populations de Diokro et le district de Yamoussoukro ont exprimé leur gratitude à Zahir Najib qui, à travers ce geste, contribue au développement de la localité. Vous comprenez aisément notre fierté et notre joie de nous voir associés à cette belle initiative et je peux vous assurer de notre soutien, de notre engagement total
à nous tenir à l'écoute pour accompagner tous les projets et initiatives de la même portée sociale. Après le village de Diokro, Zahel Najib a procédé à la réhabilitation de 2 établissements secondaires de Yamoussoukro, où le président de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire avait été sollicité. Développement communautaire, les 2e et 3e meilleurs promoteurs primés. Un reportage de Nadjaïdja et Cheikh Kone. Respectivement 2e et 3e, les structures Le Fermier du Denguélé et l'association Malébi de la région du Nzi ont reçu leur prix des mains de Nialé Kaba, milice du plan et du développement. Une récompense composée d'un trophée et d'une enveloppe en vue d'encourager les lauréats. Je suis heureuse parce que nous sommes à l'intérieur, nous sommes en milieu rural et on se croyait vraiment oubliés. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé, on a reçu ce prix. C'est au bout d'une procédure rigoureuse et minutieuse que les lauréats ont été sélectionnés. Ils ont été évalués sur 11 critères par un jury intersectoriel. Ces critères établis par le ministère du Plan et du Développement ont pour objectif de promouvoir le développement local et l'excellence. La cérémonie de ce jour est la matérialisation de la volonté manifeste de notre ministère à célébrer les acteurs qui œuvrent efficacement et inlassablement à l'amélioration des conditions de vie des populations locales et par extension à la transformation qualitative de notre beau pays. Pour rappel, le lauréat du prix du meilleur promoteur communautaire a été distingué par le président de la République le 6 août dernier lors de la cérémonie de l'excellence. Pour des raisons diverses, des salariés et même fonctionnaires ont fait le choix de résider à Bonoa et travailler ici à Abidjan. Chaque année, cette ville accueille de nouveaux arrivés. Pourquoi ce choix? Quand Bonoa devient la cité dortoir des travailleurs abidjanais, c'est un reportage de Godefroy Okambawa. Il est 6 h du matin quand nous arrivons à la gare routière de Bonoa. Parmi les passagers à bord de ce minicar, Franck Nyanzou. Il réside à Bonoa. Tous les jours ouvrables, il fait la navette entre cette ville et Abidjan. Aujourd'hui, la capitale Abidjan est saturée. Donc on est obligé de venir dans les villes proches d'Abidjan, comme Bonoa, banlieue, et on va au travail rapidement. Puis le tarif de transport, c'est abordable. C'est abordable. Quelqu'un qui quitte à Yopougon peut venir au plateau. Moi, je quitte Bonoa pour aller au plateau. Moi, j'arrive d'abord plus vite que lui. Et puis le rapport transport est moins cher. Certains ont fait le choix définitif de vivre à Bonoa pour des raisons diverses. Je suis à Bonoa depuis 2001 et la localité de Bonoa me plaît beaucoup. L'air de Bonoa nous plaît beaucoup et nous sommes à l'aise à Bonoa ici. C'est après la crise même que beaucoup, même ceux qui sont venus à Bonoa par rapport à la crise, ont vu que Bonoa, Abidjan, c'est court. Donc beaucoup se sont installés ici. Et chaque matin, ils vont au travail. Ils voient que c'est plus facile pour quelqu'un qui quitte à Yopougon, venir au plateau et de quitter Bonoa pour aller ailleurs. Les premiers bénéficiaires de cette situation sont les transporteurs. Conséquence de ce flux, l'augmentation des loyers. Ils sont passés de 30 à 50 000 pour les 2 pièces et de 50 à 80 000, voire 100 000 francs CFA pour les logements de 3 pièces. Aujourd'hui, Bonoa est devenu une zone d'affaires. Pratiquement tous les opérateurs se retrouvent dans la zone. Et quand il y a le développement, quand il y a assez d'affaires, il y a aussi une certaine inflation dans tous les secteurs. Dans le commerce, dans la restauration, dans l'hébergement et autres, même dans le transport. Malgré tout, la cité dortoir continue d'attirer salariés et fonctionnaires exerçant à Abidjan. Avec l'ouverture de la nouvelle autoroute Abidjan-Grand Bassam, la ville de Bonoa est aujourd'hui facile d'accès. Pour le développement de la filière porcine en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien bénéficie de l'assistance de la France. Une convention a été signée à cet effet. Mamadou Kouassi. Pour l'autosuffisance en protéines animales, l'État de Côte d'Ivoire a fait de la filière porcine un axe essentiel. Pour relancer ce secteur en perte de vitesse, le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, CIVAC, bénéficie du soutien de Cooper Atlantique, première structure française en élevage porcin.
Et ce soutien porte une assistance technique estimée à environ 5 milliards de francs CFA. Apporter à l'éleveur un certain nombre de méthodes, de techniques. Les techniques d'élevage, c'est-à-dire dans l'investissement en bâtiment ou dans le matériel, dans un certain nombre d'accompagnements sur le suivi sanitaire, sur la santé des animaux. Le ministre Koumena Kwasi Adjoubani s'est réjoui de cette volonté des autorités françaises à accompagner la politique de l'autosuffisance en protéines animales. Il a invité ses collaborateurs à tout mettre en œuvre pour que cette nouvelle collaboration soit une réussite et puisse profiter aux jeunes Ivoiriens. C'est une convention qui vient à point nommé et qui va nous aider en matière de génétique, en matière de création d'emplois et aider aussi les femmes parce que dans la valorisation qui est faite donc des produits porcins, les femmes sont au premier plan, que ce soit au niveau de la commercialisation, de la distribution et également même dans l'élevage. C'est dire que c'est un atout indéniable qui va permettre à nos éleveurs de disposer d'animaux désormais performants sur la base de la génétique qui est mise en place. Ce partenariat entre la CIVAC et la société coopérative Arc Atlantique est le fruit des différentes négociations entamées depuis les salons de l'agriculture. Les premiers actes de cette convention sont prévus pour ce premier trimestre 2018. Hors de nos frontières, 34 miliciens congolais membres d'un groupe armé rebelle ont été remis mercredi par le Burundi à la République démocratique du Congo. Ces miliciens appartiennent au groupe Yakuntumba. C'est le nom d'un ancien officier de l'armée congolaise en conflit avec l'armée régulière dans la province du Sud Kivu. Et voilà, c'est la fin de ce 13 supervisé par Michel Mambo et réalisé par Awa Sawadogo et par Fayeo. Merci de votre fidélité.